Après la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique latine, c'est une sorte de grande énigme. On a là une région pleine à craquer de ressources, mais qui, pourtant, n'arrive pas à sortir d'une certaine dépendance économique. Alors comment on explique ça? Est-ce qu'elle était juste un pion déplacé sur l'échiquier mondial par d'autres, ou est-ce qu'elle avait vraiment les cartes en main pour choisir sa propre destinée? Allez, on plonge là-dedans pour démêler tout ça. Voilà notre programme. On va d'abord poser l'énigme, puis on va s'équiper de 2 super outils pour lire l'économie mondiale. On regardera sa structure, puis son rythme. Ensuite, on appliquera tout ça au cas de l'Amérique latine, on verra comment la région a essayé de changer les règles, et enfin, on tirera quelques conclusions sur la façon dont l'histoire se dessine. Ok, alors on se transporte dans les années 50. Le monde sort à peine de la guerre, tout est en reconstruction. Et pour l'Amérique latine, c'est vraiment une période de tension. D'un côté, elle est complètement prise dans les dynamiques des grandes puissances, des flux financiers qui viennent d'ailleurs, mais de l'autre, il y a une vraie aspiration à prendre le contrôle, à décider de son propre futur, économique comme politique. Et ça nous amène à la question qui a vraiment hanté des tas de nations à cette période. Est-ce qu'on est de simples objets, brinque-ballés par des forces qui nous dépassent, ou est-ce qu'on peut devenir des sujets, c'est-à-dire des acteurs qui écrivent leur propre histoire? Et cette citation de Daniel A. Rollet, elle est parfaite pour ça. Elle nous dit quelque chose de crucial. Même quand on est dans un système qui semble hyper contraignant, il y a toujours de la marge de manœuvre. Il y a de la place pour l'action, pour l'ambition. Les pays d'Amérique latine n'ont pas juste attendu que ça se passe, non, ils ont bougé. Bon, pour comprendre le terrain sur lequel ils bougeaient, il nous faut une carte. Et notre premier outil, ça va être la théorie des systèmes mondes d'Immanuel Wallerstein. C'est un peu comme si on prenait des lunettes spéciales pour voir l'architecture cachée de l'économie mondiale. L'idée de base, en fait, c'est de dézoomer. Au lieu de regarder chaque pays comme une petite île isolée, on regarde le monde comme un seul et unique grand système économique. Un système où chaque région a un rôle bien précis, un peu comme dans une usine géante. Le truc, c'est que tous les rôles ne se volent pas. Et ce système monde, il s'organise en 3 grandes zones. Il y a d'abord le centre, c'est là que se concentre le pouvoir, l'argent, la technologie de pointe. Ensuite, il y a la périphérie, qui est là pour fournir les matières premières et une main-d'œuvre pas chère. Et puis, coincé entre les deux, on a la semi-périphérie, une zone un peu hybride. La différence est très nette. Le centre, c'est la haute technologie, les activités qui rapportent gros. La périphérie, c'est l'extraction, les boulots à faible qualification. C'est une relation qui est structurellement inégale et qui a tendance à se maintenir comme ça. Et l'Amérique latine, à ce moment-là, elle est où? En plein dans la périphérie, bien sûr. Ok, on a la carte. Maintenant, il nous faut une horloge. Il nous faut le rythme. C'est notre deuxième outil, les vagues de Kondratiev. Elles vont nous montrer que ce système n'est pas statique, il est animé par des grands cycles, des sortes de marées économiques qui s'étalent sur des décennies. C'est un économiste russe, Nikolai Kondratiev, qui a remarqué ça. L'histoire du capitalisme, ce n'est pas une progression linéaire. Non, ça avance par grandes vagues, d'environ 50 ou 60 ans. Et chaque vague est composée d'une phase de boom, de croissance, et d'une phase de crise, de stagnation. On voit bien sur ce schéma comment tout ça s'emboîte. Il y a les petites fluctuations de l'économie au quotidien, qui sont elles-mêmes contenues dans des cycles un peu plus longs, et le tout s'inscrit dans cette immense vague de Kondratiev. C'est elle qui donne la tendance de fond pour toute une époque. Et quand on plaque ça sur l'histoire, c'est limpide. On voit bien l'alternance. Et ce qui nous intéresse, la période de l'après-guerre, eh bien elle correspond pile au début d'une phase ascendante hyper puissante, le 4e Kondratiev. Le point clé à retenir, c'est la différence entre les deux phases. La phase A, ascendante, c'est l'euphorie. C'est l'innovation, l'expansion, tout le monde a le vent en poupe. La phase B, descendante, c'est un peu la gueule de bois. Les marchés sont saturés, la croissance ralentit, c'est plus difficile. Savoir dans quelle phase on se trouve, c'est essentiel pour comprendre ce qui est possible ou non. Allez, maintenant, on assemble les pièces du puzzle. On va prendre nos 2 outils et on va voir comment la combinaison de la position de l'Amérique latine dans la périphérie et du rythme de l'économie mondiale, en pleine phase A, a concrètement façonné son histoire après 1950. Accrochez-vous bien. Entre 1951 et 1963, donc en pleine phase d'expansion, les investissements de la Banque publique américaine en Amérique latine, c'est 7 sommes. C'est absolument colossal. C'est l'illustration parfaite du centre qui injecte massivement des capitaux dans la périphérie pour soutenir sa propre croissance. Mais alors, pour quel résultat sur place? Eh bien, c'est la douche froide. Malgré cette pluie d'investissements, entre 1958 et 1961, la croissance par habitant en Amérique latine s'effondre à moins de 1%. C'est la définition même de la dépendance. L'argent du centre rentre, mais il ne crée pas un développement autonome et durable. Mais attention, comme le disait Oli, on ne subit pas passivement. Face à cette situation, et surtout en sentant que la grande vague de croissance d'après-guerre commençait à faiblir à la fin des années 60, les pays de la périphérie se sont dit « c'est le moment ». C'est le moment d'essayer de changer les règles du jeu.
Cette frise, elle montre une montée en puissance assez spectaculaire. On est passé de quelques appels isolés à une véritable action collective super organisée sur la scène mondiale. La création du groupe des 77, qui est regroupé en fait bien plus que 77 pays en développement, a été un tournant majeur dans cette solidarité des pays du Sud. Et leurs revendications étaient très précises, très stratégiques. D'abord, arrêter que les prix de leurs matières premières s'effondrent sans cesse. Ensuite, refuser de rester cantonné à ce simple rôle de fournisseur. Et enfin, obtenir les moyens financiers et technologiques pour s'industrialiser. En gros, leur but, c'était de redessiner la carte du système monde. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final ? L'essentiel, c'est que ces deux théories, ensemble, nous donnent une grille de lecture incroyablement puissante pour décrypter le monde, et ça va bien au-delà du seul cas de l'Amérique latine entre 1950 et 1980. Voilà le résumé parfait. La théorie des systèmes mondes, c'est la géographie, c'est la carte du pouvoir économique. Les vagues de Kondratiev, c'est le temps, c'est l'horloge qui nous donne le rythme des crises et des opportunités. L'une, c'est la carte, l'autre, c'est l'horloge. Et c'est ça le message fondamental. L'histoire, ce n'est pas juste une succession d'événements qui arrivent au hasard. Non, elle suit des schémas, des structures profondes et des rythmes de très long terme. Et si on comprend comment la place d'un pays sur la carte interagit avec le moment du cycle mondial, eh bien on comprend beaucoup mieux pourquoi certaines choses marchent à une époque et échouent complètement à une autre. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si ces grandes vagues et cette structure du monde sont toujours à l'œuvre, où est-ce qu'on en est, nous, aujourd'hui ? Est-ce qu'on est à la fin d'une longue phase de stagnation, sur le point d'entrer dans une nouvelle phase d'expansion, portée qui sait par l'IA ou les nouvelles énergies ? Et comment est-ce que la carte du centre et de la périphérie est en train d'être totalement chamboulée sous nos yeux ? La question reste ouverte.